Je n'aurais jamais pensé que ma propre mère me giflerait en plein visage au dîner du dimanche, mais j'étais là, les joues me brûlant et le cœur brisé alors qu'elle hurlait ces mots qui allaient me hanter pendant des années. Tout a commencé quand maman a soudainement posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec le plus grand sérieux, « Billy, j'ai besoin que tu me donnes ta carte de crédit tout de suite. Ta sœur Amanda a besoin de 250 000 $ immédiatement. » Quand j'ai refusé et demandé à quoi servait l'argent, sa main s'est abattue sur mon visage si fort que le son a résonné dans toute la salle à manger. « Sors de cette maison !» a-t-elle hurlé. Amanda, elle, était simplement assise là, un sourire narquois aux lèvres, hochant la tête en signe d'approbation, comme si j'étais un étranger qui s'était trop attardé. En grandissant, j'ai toujours su que j'étais différent de ma sœur Amanda. Pendant qu'elle faisait la grasse matinée le week-end, j'étais debout à 6 heures du matin pour livrer des journaux afin d'économiser pour l'université. Alors qu'elle recevait une voiture neuve pour son 16e anniversaire, je cumulais 2 emplois dans une épicerie et une pizzeria pour m'acheter ma propre Honda cabossée. Mes parents appelaient ça « forger le caractère », mais j'ai remarqué qu'Amanda ne semblait jamais avoir besoin de se forger le caractère. Ce schéma a continué tout au long du lycée et de l'université. Amanda annonçait un nouveau rêve, et papa et maman ouvraient leur portefeuille. D'abord, ce fut l'école d'art, qui a duré exactement un semestre avant qu'elle ne décide que la peinture était trop restrictive pour son esprit créatif. Ensuite, ce fut l'école de cuisine, qu'elle a quittée au bout de 3 mois parce que le chef instructeur était trop exigeant. Chaque fois, mes parents souriaient et disaient qu'elle ne faisait que se chercher, pendant que je travaillais les nuits et les week-ends pour payer mes propres frais de scolarité à l'université d'État. Aujourd'hui, à 28 ans, j'avais enfin construit quelque chose de solide. Mon diplôme en informatique m'avait valu un poste d'ingénieur logiciel senior dans une start-up technologique en pleine croissance au centre-ville de Phoenix. Je possédais mon propre appartement de 2 chambres à Scottsdale, je conduisais une Toyota Camry fiable et j'avais économisé religieusement depuis mon premier salaire. Mon compte en banque montrait les résultats d'années de planification minutieuse et de dépenses disciplinées. Amanda, de son côté, avait enchaîné une série d'entreprises ratées que mes parents finançaient avec un enthousiasme croissant. Il y a eu la boutique de vêtements qui a fermé au bout de 8 mois parce qu'elle refusait de suivre les stocks ou de gérer les finances. Puis est venue l'entreprise de traiteur qui a fait faillite quand elle a dépensé l'argent de l'équipement pour des vacances de luxe à Hawaï. Plus récemment, elle parlait d'une nouvelle opportunité commerciale révolutionnaire qui la rendrait riche au-delà de toute imagination, bien qu'elle soit restée mystérieusement vague sur les détails. Ces dîners de famille mensuels étaient devenus pour moi des exercices d'endurance. Je m'asseyais en silence pendant que maman et papa louaient l'esprit d'entreprise et la vision créative d'Amanda. Ils discutaient de ses derniers projets avec un enthousiasme sincère, posant des questions réfléchies sur ses plans et offrant leurs encouragements face aux obstacles qu'elle rencontrait. Quand ils se tournaient vers moi, la conversation se transformait rapidement en demandes polies sur mon travail qui les ennuyait manifestement, suivies de suggestions selon lesquelles je devrais être plus solidaire des projets ambitieux de ma sœur. Le lendemain matin de la confrontation au dîner, j'ai appelé mon meilleur ami Marcus en allant au travail. Marcus avait été mon colocataire à l'université et comprenait la dynamique de ma famille mieux que quiconque. Il a écouté patiemment tandis que je décrivais la scène bizarre à table, la demande impossible d'250 000 $, et la réaction choquante de ma mère à mon refus. « Billy, il y a quelque chose que tu dois savoir », a dit Marcus, sa voix inhabituellement sérieuse. J'ai vu Amanda il y a 3 nuits au casino Desert Diamond. Elle était à l'une des tables de poker à enjeux élevés, et mec, elle perdait beaucoup d'argent. Je parle de milliers de dollars par main. Elle était avec ce type plus âgé en costume cher qui n'arrêtait pas de lui glisser des jetons chaque fois qu'elle n'en avait plus. Mon estomac s'est noué alors que Marcus continuait son récit. J'ai essayé de m'approcher pour lui dire bonjour, mais quand elle m'a aperçu, elle a attrapé son sac à main et a pratiquement filé avec le type. Billy, elle avait l'air effrayée quand elle m'a vu, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose qu'elle n'était pas censée faire. Soudain, la mystérieuse nouvelle entreprise d'Amanda et son besoin désespéré de 250 000 $ ont commencé à prendre un sens terrible. Il ne s'agissait pas de financer une opportunité légitime. Ma sœur s'était mise dans de sérieux ennuis, et mes parents étaient soit complètement dans l'ignorance, soit ils ignoraient volontairement les signes avant-coureurs. Je n'arrivais pas à oublier ce que Marcus m'avait dit à propos d'Amanda au casino. Quelque chose n'allait vraiment pas et je devais comprendre à quoi j'avais vraiment affaire avant que cela ne détruise ma famille. J'ai décidé de mener ma propre enquête, en commençant par mon cousin Jake, qui travaillait comme agent de crédit dans une grande banque du centre-ville de Phoenix.
Jake et moi nous sommes retrouvés pour un café le soir suivant dans un endroit calme près de son bureau. Après que je lui ai expliqué la situation, il a accepté à contre-cœur de vérifier si Amanda avait récemment demandé des prêts importants. Ce qu'il a trouvé m'a glacé le sang. Billy, ta sœur s'est vue refuser plusieurs demandes de prêts au cours des 6 derniers mois, a dit Jake, en faisant glisser un résumé imprimé sur la table. On parle de demandes totalisant plus de 300 000 $ auprès de différents prêteurs. Sa cote de crédit s'est effondrée, et elle a déjà d'importantes dettes impayées qu'elle ne rembourse pas. Les chiffres sur le papier dépeignaient une personne en perte de contrôle total. Amanda devait de l'argent à des sociétés de cartes de crédit, avait fait défaut sur un prêt automobile et avait même emprunté sur une sorte de police d'assurance vie. Selon les recherches de Jake, son ratio dette-revenu la rendait essentiellement non bancable auprès de toute institution financière légitime. Il y a plus, a continué Jake en baissant la voix. J'ai appelé un ami qui travaille dans le crédit commercial. Amanda a approché son entreprise il y a 2 mois avec une histoire de financement d'urgence pour une crise médicale familiale. Quand ils ont demandé des documents, elle s'est mise en colère et a quitté leur bureau en claquant la porte. Armé de ces informations, je me suis rendu à l'immeuble d'Amanda le samedi matin suivant. Je n'y étais allé qu'une seule fois auparavant, il y a environ 1 an, lorsqu'elle avait invité la famille à voir son nouvel appartement. C'était un complexe haut de gamme avec une piscine et un centre de fitness, le genre d'appartement qui coûterait au moins 2 000 $ de loyer par mois. En arrivant à son immeuble, j'ai immédiatement remarqué que son nom ne figurait plus sur l'annuaire des boîtes aux lettres. J'ai monté les escaliers jusqu'à son appartement du 3e étage et j'ai trouvé un avis collé sur la porte indiquant que l'appartement était disponible à la location. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en réalisant que ma sœur avait été expulsée. Madame Patterson, une femme âgée de l'appartement voisin, a ouvert sa porte alors que je lisais l'avis. « Vous cherchez la jeune femme qui habitait là ?» a-t-elle demandé gentiment. Elle a déménagé il y a environ 2 semaines. Pauvre petite ? Je me suis présenté comme le frère d'Amanda et j'ai demandé si Madame Patterson avait vu ce qui s'était passé. L'histoire qu'elle m'a racontée était profondément troublante. Votre sœur semblait être une si gentille fille, toujours si bien habillée et elle conduisait cette jolie BMW blanche, a commencé Madame Patterson. Mais il y a environ 1 mois, des hommes ont commencé à venir la chercher. Ils n'étaient pas brutaux ou quoi que ce soit, mais ils étaient très sérieux, portaient des costumes et posaient beaucoup de questions sur son emploi du temps et sur l'heure à laquelle elle serait à la maison. Madame Patterson a décrit comment Amanda était devenue de plus en plus nerveuse et sur les nerfs. Elle regardait par la fenêtre avant de quitter son appartement et avait commencé à se garer à différents endroits du complexe au lieu d'utiliser sa place attitrée. La nuit où elle a déménagé, il était presque minuit, a continué Madame Patterson. Elle avait un camion de location et elle pleurait en emballant ses affaires. Elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule comme si elle avait peur que quelqu'un arrive. Je lui ai proposé mon aide, mais elle a dit qu'elle devait se dépêcher et ne pouvait pas s'arrêter pour parler. Cela dépeignait l'image de quelqu'un fuyant de graves ennuis, pas de quelqu'un lançant une nouvelle entreprise excitante. J'ai remercié Madame Patterson pour son temps et je me suis rendu directement au bureau de l'ancienne associée d'Amanda, une femme nommée Sarah, qui avait travaillé avec elle sur l'entreprise de traiteur qui avait échoué. J'ai trouvé Sarah à son nouveau travail de gérante d'un restaurant au centre-ville de Tampa. Quand j'ai expliqué qui j'étais et pourquoi je voulais parler, son expression est immédiatement devenue méfiante et mal à l'aise. Je me demandais quand quelqu'un de la famille d'Amanda finirait par se montrer, a dit Sarah, me conduisant à une banquette tranquille dans un coin. Écoutez, je ne voulais pas causer de problème à votre famille, c'est pourquoi je n'ai jamais rien dit, mais votre sœur a failli détruire ma vie. L'histoire de Sarah était dévastatrice. Elle et Amanda avaient été partenaires à parts égales dans leur entreprise de traiteur, chacune apportant 15 000 $ pour démarrer. Elles avaient un accès partagé au compte bancaire de l'entreprise et avaient convenu que tout retrait de plus de 500 $ nécessitait les 2 signatures. Environ 4 mois après le début de l'activité, j'ai remarqué que de l'argent disparaissait de notre compte, a expliqué Sarah. De petites sommes au début, quelques centaines par-ci par-là, mais ensuite c'est devenu plus important. Quand j'ai confronté Amanda, elle avait toujours une explication sur des dépenses d'urgence ou des achats d'équipements, mais elle ne pouvait jamais produire de reçu. Sarah avait fait confiance aux explications d'Amanda jusqu'à ce qu'elle découvre que plus de 20 000 $ avaient été retirés à son insu et sans son consentement. Lorsqu'elle a exigé des comptes sur la destination de l'argent, Amanda est devenue sur la défensive et a accusé Sarah d'être contrôlante et suspicieuse. J'ai finalement compris qu'elle utilisait notre compte d'entreprise comme sa tirelire personnelle, a dit Sarah, sa voix remplie d'une vieille douleur et de colère.
Elle jouait avec notre argent, Billy. Elle faisait des avances de fonds sur notre ligne de crédit d'entreprise et perdait tout dans les casinos. Quand je l'ai menacée de la dénoncer pour vol, elle m'a supplié de ne pas porter plainte parce que cela détruirait sa relation avec vos parents. Contre son meilleur jugement, Sarah avait accepté de ne pas impliquer la police, mais le mal était déjà fait. Elle avait été contrainte de déclarer faillite lorsque l'entreprise s'est effondrée, et son crédit personnel avait été ruiné par les dettes qu'Amanda avait accumulées. Sarah était encore en train de reconstruire sa vie financière 3 ans plus tard. J'ai essayé d'avertir vos parents indirectement, a dit Sarah à la fin de notre conversation. J'ai appelé votre mère et lui ai suggéré d'être prudent avec les affaires d'Amanda, mais votre mère a juste pensé que j'étais vindicative à cause de la mauvaise fin de notre partenariat. En rentrant de cette rencontre, j'ai réalisé qu'Amanda mentait et volait systématiquement les gens depuis des années. Elle avait utilisé la bonne réputation de notre famille et la réticence des gens à créer des drames comme un bouclier pour se protéger des conséquences. Le schéma devenait clair, et j'étais terrifié par ce qu'elle pourrait préparer ensuite. Armé de preuves concrètes de l'addiction au jeu d'Amanda et de son historique de vol, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec mes parents. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et les regarder potentiellement tout perdre pour financer le comportement destructeur de ma sœur. Le jeudi soir, je me suis rendu chez eux dans le centre de Phoenix, avec des copies de tous les documents que Jake avait fournis et des notes de mes conversations avec Madame Patterson et Sarah. Papa et maman regardaient les informations du soir quand je suis arrivé. Ils semblaient surpris de me voir, car notre dernière interaction s'était très mal terminée, mais ils m'ont invité à entrer et m'ont offert un café. Je me suis assis en face d'eux dans le salon où j'avais passé d'innombrables soirées dans mon enfance et j'ai commencé à expliquer ce que j'avais découvert sur la situation réelle d'Amanda. Maman, papa, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement, ai-je commencé, en posant les papiers de demande de prêt sur la table basse entre nous. Amanda n'a pas besoin d'argent pour une entreprise légitime. Elle a un grave problème de jeu et elle a menti à tout le monde sur ce qui se passe réellement dans sa vie. Je leur ai exposé les découvertes de Jake sur les multiples refus de prêt et les dettes croissantes d'Amanda. J'ai décrit le récit de Marcus l'ayant vu au casino perdre des milliers de dollars avec un inconnu qui lui avançait de l'argent. J'ai expliqué comment elle avait été expulsée de son appartement et comment Madame Patterson avait vu des hommes suspects la chercher. Au lieu d'inquiétude ou d'alarme, le visage de maman a commencé à rougir de colère pendant que je parlais. « Billy, je n'arrive pas à croire que tu puisses t'abaisser à ce point, dit-elle, la voix s'élevant. Es-tu si jaloux de la réussite de ta sœur que tu inventerais ces horribles mensonges pour essayer de la saboter quand elle a besoin d'aide? » Mon père, qui était habituellement le médiateur calme dans les conflits familiaux, m'a choqué en frappant du poing sur la table basse. C'est exactement le genre de comportement vindicatif que nous attendons de toi, Billy. Amanda nous a dit que tu pourrais essayer de nous monter contre elle parce que tu as toujours été jaloux de son esprit d'entreprise. J'ai regardé mon père, incrédule. Papa, ce ne sont pas des mensonges. Ce sont des documents de banque et de compagnie d'assurance. J'ai des témoins qui ont vu ce qui s'est passé. Amanda vole de l'argent et ment aux gens depuis des années. Assez. A crié maman, se levant et pointant la porte. Je ne resterai pas assise dans ma propre maison à t'écouter calomnier ta sœur avec ces histoires fabriquées. Amanda nous a prévenu que tu pourrais essayer quelque chose comme ça parce que tu es en colère qu'on t'ait demandé d'aider la famille. La conversation a complètement dérapé alors que mes parents refusaient même de regarder les preuves que j'avais apportées. Ils m'ont accusé d'être mesquin et égoïste, d'avoir engagé des gens pour créer de faux documents et d'essayer de détruire la réputation d'Amanda par dépit. Rien de ce que je disais ne pouvait pénétrer leur certitude absolue que je mentais. Puis maman a annoncé une nouvelle qui m'a fait tomber l'estomac. Puisque tu es si déterminé à croire le pire de ta sœur, tu devrais savoir que ton père et moi avons déjà pris des mesures pour l'aider nous-mêmes, dit-elle avec défi. Nous avons réhypothéqué cette maison il y a 2 mois pour donner de l'argent à Amanda pour ses précédentes dépenses professionnelles. Et le mois dernier, nous avons contracté un 2e prêt sur notre épargne retraite pour l'aider à nouveau. Papa a hoché la tête sombrement. Nous ne sommes pas des gens riches, Billy, mais nous croyons qu'il faut soutenir nos enfants quand ils essaient de construire quelque chose de significatif. Si tu avais des ennuis, nous ferions la même chose pour toi. J'ai eu la nausée en réalisant que mes parents avaient déjà mis leur sécurité financière en péril à cause des mensonges d'Amanda. Leur maison, qu'ils possédaient depuis 25 ans, était maintenant grevée d'une hypothèque pour aider à financer l'addiction au jeu de ma sœur. Leur épargne retraite, accumulée au fil de décennies de planification minutieuse, avait été convertie en jetons de poker et en dettes de casino.
Combien d'argent lui avez-vous déjà donné, ai-je demandé, redoutant la réponse. Ça ne te regarde pas, a sèchement répondu maman. Mais si tu veux absolument savoir, nous avons fourni à Amanda près de 100 000 $ au cours des 6 derniers mois pour l'aider à établir ses opérations commerciales. Avant que je puisse répondre à cette nouvelle dévastatrice, mon téléphone s'est mis à sonner. L'identifiant de l'appelant affichait le nom d'Amanda, ce qui semblait être une coïncidence impossible compte tenu de ce dont nous discutions. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu à l'appel et l'ai mis sur haut-parleur pour que mes parents puissent t'entendre. Billy, Dieu merci tu as répondu, la voix d'Amanda est parvenue au téléphone, sanglotante et paniquée. J'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement car je n'ai pas beaucoup de temps. Ces gens à qui je dois de l'argent, ils m'ont attrapé devant mon appartement et ils me retiennent quelque part. Je ne sais pas où je suis, mais ils ont dit que si je ne leur donne pas 250 000 $ d'ici vendredi, ils vont me faire très mal. Maman a halté et a tendu la main vers le téléphone, mais je l'ai tenue éloignée d'elle alors qu'Amanda continuait son histoire. Ils m'ont forcé à développer ce problème de jeu, Billy. Ils ont menacé de s'en prendre à notre famille si je ne continuais pas à jouer dans leur casino et à perdre de l'argent. J'ai essayé d'arrêter, mais ils ont dit qu'ils s'en prendraient à maman et papa si je ne continuais pas à leur donner ce qu'ils voulaient. Je sais que ça semble fou, mais ce sont des gens dangereux liés au crime organisé. La voix d'Amanda tremblait de ce qui semblait être une terreur authentique alors qu'elle fournissait un numéro de compte où je devais virer l'argent. Elle a affirmé que ses ravisseurs lui permettaient de passer cet unique appel téléphonique pour organiser le paiement. Et si je ne transférais pas les fonds d'ici vendredi soir, elle disparaîtrait pour toujours. S'il te plaît, Billy. Je sais que je n'ai pas été la meilleure des sœurs, mais je t'en supplie de me sauver la vie. Ces gens ne bluffent pas. Ils m'ont montré ce qu'ils ont fait à quelqu'un d'autre qui ne pouvait pas payer, et je n'arrive pas à me sortir ces images de la tête. L'appel s'est terminé brusquement, nous laissant tous les trois assis dans un silence stupéfait. Maman pleurait et cherchait son sac à main, parlant de se rendre immédiatement à la banque pour virer à Amanda tout l'argent auquel elle pouvait accéder. Papa faisait les 100 pas dans le salon, marmonnant qu'il allait appeler la police et exiger qu'il retrouve sa fille. Mais quelque chose dans l'histoire d'Amanda ne me semblait pas juste. Le timing était trop commode, son explication trop élaborée, et sa performance émotionnelle trop parfaitement calibrée pour manipuler les peurs de mes parents. J'avais vu Amanda mentir de manière convaincante de nombreuses fois auparavant, et cela ressemblait à sa tromperie la plus ambitieuse à ce jour. Maman, papa, s'il vous plaît, ne faites rien de précipité, dis-je, en essayant de rester calme tandis que mon esprit s'emballait. Si Amanda a vraiment été enlevée, nous devons appeler le FBI, pas virer de l'argent sur un compte quelconque. Les vraies victimes d'enlèvement n'ont pas le droit de passer de longs appels téléphoniques pour négocier les conditions de paiement. Mes parents m'ont regardé avec un dégoût et une déception qui m'ont blessé plus profondément que n'importe quel coup physique. Billy, ta sœur est en danger de mort, et tout ce à quoi tu peux penser, c'est de protéger ton précieux argent, a dit maman avec mépris. Amanda avait raison à ton sujet. Quand ça compte vraiment, tu ne penses qu'à toi-même. Papa a prononcé l'ultimatum qui allait hanter notre relation pendant des années. Fils, ta mère et moi avons pris notre décision. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour ramener Amanda à la maison saine et sauve. Si tu n'es pas prêt à contribuer l'argent dont elle a besoin pour sauver sa vie, alors tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. Nous trouverons un autre moyen d'obtenir l'argent, mais nous n'oublierons pas que tu as abandonné ta sœur quand elle avait le plus besoin de toi. J'ai quitté la maison de mes parents ce soir-là en sachant que notre relation était fondamentalement brisée. Ils avaient choisi de croire aux mensonges de plus en plus élaborés d'Amanda plutôt qu'aux preuves et à la logique, et il semblait n'y avoir aucun moyen de les atteindre. En rentrant chez moi dans les rues calmes de Phoenix, je me suis demandé comment ma famille était devenue si dysfonctionnelle que permettre un comportement destructeur était considéré comme de l'amour, tandis que demander la vérité et la responsabilité était traité comme une trahison. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que l'histoire de l'enlèvement d'Amanda était une manipulation élaborée conçue pour extorquer de l'argent à notre famille avant que quiconque puisse enquêter plus avant sur sa situation réelle. Le timing était trop parfait, et son récit d'avoir été forcé à une addiction au jeu par le crime organisé ressemblait plus à un film qu'à la réalité. J'ai décidé de prendre ces affirmations suffisamment au sérieux pour les signaler aux autorités compétentes, ce qui aiderait soit à la secourir si elle disait la vérité, soit à exposer ses mensonges si elle menait une autre arnaque. Le lendemain matin, j'ai appelé le département de police de Phoenix et j'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet d'un possible enlèvement. J'ai été transféré à l'inspectrice Maria Rodriguez,
qui a écouté attentivement tandis que je décrivais l'appel téléphonique d'Amanda et ses affirmations d'être retenue contre sa volonté par des personnes liées à des dettes de jeu, M. Thompson, je vous remercie d'avoir signalé cela, mais je dois partager avec vous des informations qui pourraient changer votre perspective sur cette situation, a déclaré l'inspectrice Rodriguez après que j'ai fini d'expliquer les circonstances. En fait, nous enquêtons sur votre sœur Amanda depuis plusieurs mois dans le cadre d'une enquête plus large sur des fraudes. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que l'inspectrice Rodriguez continuait. Amanda n'a pas été enlevée, Billy. Elle travaille volontairement avec un groupe d'escrocs spécialisés dans l'arnaque aux membres de la famille et aux amis par le biais de scénarios d'urgence élaborés. Nous la surveillons et elle participe activement à la planification de ces stratagèmes. L'inspectrice Rodriguez m'a demandé de venir au poste de police pour discuter de ce que je savais des activités récentes d'Amanda et de fournir toute documentation que je pourrais avoir sur sa situation financière. Quand je suis arrivé 2 heures plus tard, elle m'a montré des preuves qui ont complètement brisé ma compréhension de ce que ma sœur était devenue. Ceci est une vidéo de surveillance d'hier après-midi, environ 4 heures avant qu'Amanda ne vous passe cet appel paniqué, a dit l'inspectrice Rodriguez, en tournant son écran d'ordinateur vers moi. La vidéo montrait Amanda assise dans un restaurant chic de Scottsdale, riant et trinquant avec des coupes de champagne avec le même homme plus âgé et bien habillé que Marcus avait vu avec elle au casino. Son nom est en fait Amanda Thompson, mais elle utilise plusieurs fausses identités lorsqu'elle approche des victimes potentielles, a expliqué l'inspectrice. L'homme avec qui elle est, c'est Robert Chen, et il est le chef de ce réseau de fraude. Ils identifient des personnes ayant de l'argent et des liens familiaux solides, puis créent des scénarios de crise élaborés conçus pour extorquer de grosses sommes rapidement avant que quiconque puisse enquêter trop en profondeur. L'inspectrice Rodriguez m'a montré des dossiers sur 3 autres familles qui avaient été victimes des stratagèmes d'Amanda au cours de l'année écoulée. Dans chaque cas, Amanda s'était liée d'amitié avec quelqu'un ayant des parents riches, puis avait fabriqué des urgences nécessitant des transferts d'argent importants et immédiats. Elle avait prétendu être en phase terminale d'un cancer en demandant à une famille de l'argent pour un traitement expérimental. Elle avait fait semblant d'être coincée dans un pays étranger, ayant besoin d'argent pour une caution d'une autre famille. L'histoire de l'enlèvement n'était que son dernier scénario créatif. Ce qui rend votre sœur particulièrement efficace, c'est qu'elle utilise une connaissance émotionnelle réelle de ses cibles, a poursuivi l'inspectrice Rodriguez. Elle sait exactement sur quel bouton appuyer parce qu'elle a de véritables relations avec les personnes qu'elle escroque. Sa propre famille représente son plus gros gain potentiel car elle comprend la psychologie de vos parents mieux que quiconque. L'inspectrice a expliqué qu'Amanda vivait dans un appartement de luxe à Scottsdale sous un faux nom, financé par l'argent qu'elle avait volé à ses victimes précédentes. L'expulsion de son ancien appartement avait été mise en scène pour créer des preuves étayant son histoire de difficultés financières. Même le récit de Madame Patterson sur les hommes suspects avait été orchestré avec des membres du réseau de fraude se faisant passer pour des créanciers afin d'établir la couverture d'Amanda. Nous constituons un dossier contre toute cette organisation depuis des mois, a déclaré l'inspectrice Rodriguez. L'appel téléphonique de votre sœur hier a été enregistré car nous avons des mandats pour surveiller les téléphones de toutes les personnes impliquées dans ce réseau. Amanda savait exactement où elle se trouvait lorsqu'elle vous a appelé, et elle lisait un script que Robert Chen avait préparé. Je me suis senti physiquement malade alors que toute l'étendue de la trahison d'Amanda devenait claire. Elle n'avait pas seulement menti à notre famille au sujet de dettes de jeu ou d'entreprises commerciales. Elle avait systématiquement manipulé les émotions des gens et exploité leur amour pour elle dans le cadre d'une entreprise criminelle organisée. Chaque larme qu'elle avait versée, chaque appel désespéré à l'aide avait été soigneusement calculé pour maximiser la pression psychologique sur ses cibles. Inspectrice Rodriguez, mes parents prévoient de virer de l'argent pour sauver la vie d'Amanda, dis-je d'urgence. Ils ont déjà hypothéqué leur maison et utilisé leur épargne retraite sur la base de ces mensonges précédents. S'ils envoient plus d'argent maintenant, ils pourraient perdre tout ce qu'ils possèdent. Je crains que vos parents n'aient déjà agi suite aux demandes d'Amanda, a répondu l'inspectrice d'un air sombre. Nous surveillons le numéro de compte fourni par Amanda et il a reçu un virement de $50 000 tôt ce matin. L'argent a été immédiatement déplacé via plusieurs comptes offshore, ce qui est le processus standard que ce réseau de fraude utilise pour rendre les fonds intraçables. Mes pires craintes ont été confirmées lorsque l'inspectrice Rodriguez m'a montré les relevés de virement. Mes parents s'étaient levés tôt et s'étaient rendus à leur banque dès son ouverture, liquidant ce qui restait de leur épargne et de leur compte de retraite pour envoyer de l'argent aux associés criminels d'Amanda. Ils avaient également demandé un prêt sur valeur domiciliaire qui serait traité dans les 48 heures, leur donnant accès à des fonds supplémentaires qu'ils prévoyaient d'envoyer. A-t-il un moyen de les empêcher d'envoyer plus d'argent?
ai-je demandé désespérément. Pas à moins qu'ils ne choisissent volontairement d'arrêter, a dit l'inspectrice Rodriguez. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de virer leur propre argent, même si nous savons qu'ils sont victimes d'une escroquerie. Le mieux que nous puissions faire est de leur fournir des preuves et d'espérer qu'ils prennent des décisions rationnelles. J'ai essayé d'appeler mes parents pour les avertir de ce que j'avais appris, mais ils ont refusé de répondre à leur téléphone. Quand je suis allé chez eux, ils ne sont pas venus à la porte, bien que je puisse les voir jeter un coup d'œil à travers les rideaux. J'ai laissé plusieurs messages vocaux expliquant qu'Amanda était impliquée avec des criminels et que la police enquêtait sur elle, mais ils ont apparemment interprété ces messages comme une preuve supplémentaire que j'essayais de saboter ma sœur. À la fin de la semaine, l'inspectrice Rodriguez m'a informé que mes parents avaient réussi à obtenir leur prêt sur valeur domiciliaire et avaient viré 200 000 $ supplémentaires sur des comptes contrôlés par l'organisation criminelle d'Amanda. Combinés à leur transfert précédent, ils avaient maintenant envoyé près de 250 000 $ à des gens qui leur mentaient depuis le début. Vos parents ont été en contact avec Amanda plusieurs fois depuis l'appel initial de l'enlèvement, m'a dit l'inspectrice Rodriguez lors d'une réunion de suivi. Elle leur a fourni des mises à jour sur sa situation et a exprimé sa gratitude pour leur aide. Ils croient qu'ils participent à des négociations de rançon en cours, mais en réalité, ils sont simplement menés en bateau jusqu'à ce que les criminels aient extrait tout ce qui est possible. L'inspectrice m'a montré d'autres images de surveillance d'Amanda célébrant dans des restaurants chers et faisant du shopping dans des magasins de luxe, profitant clairement de l'argent qu'elle avait volé à notre famille. Dans une vidéo particulièrement douloureuse, on voyait Amanda rire en décrivant à Robert Chen à quel point il avait été facile de manipuler les émotions de nos parents. Nous prévoyons d'arrêter Amanda et les autres membres de ce réseau de fraude dans les prochaines semaines, a déclaré l'inspectrice Rodriguez. Quand cela arrivera, vos parents verront enfin la preuve que leur fille leur a menti. Malheureusement, d'ici là, ils pourraient avoir perdu leur maison et la plupart de leur épargne retraite. J'ai réalisé que mes parents avaient choisi de croire aux mensonges d'Amanda non seulement au mépris de mes avertissements, mais aussi de la logique de base et du bon sens. Ils étaient tellement investis dans le fait de la voir comme une victime plutôt que comme un prédateur qu'ils ne pouvaient traiter aucune information qui contredisait leur récit. Amanda avait exploité leur amour parental et l'avait transformé en une arme contre leur propre sécurité financière. Regarder mes parents détruire leur avenir financier tout en refusant de reconnaître la réalité était une agonie. Mais j'ai décidé de faire une dernière tentative pour les sauver d'une ruine complète. Si Amanda dirigeait un réseau de fraude organisée, je devais trouver un moyen de la faire admettre la vérité officiellement, créant une preuve si convaincante que même mes parents ne pourraient pas la rejeter. J'ai appelé le numéro d'Amanda, m'attendant à tomber directement sur sa messagerie vocale, mais elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix semblait joyeuse et détendue, complètement différente du ton terrifié qu'elle avait utilisé lors de son prétendu appel d'enlèvement. « Billy, je suis si contente que tu aies appelé, dit-elle chaleureusement. Je voulais te remercier d'avoir aidé à convaincre maman et papa d'envoyer cet argent si rapidement. Tu as vraiment assuré pour la famille quand c'était le plus important. J'étais confus par sa gratitude, car je n'avais pas encouragé nos parents à envoyer de l'argent. Amanda, où es-tu en ce moment? Es-tu en sécurité? Oh, je vais parfaitement bien, rit-elle. Ces gens m'ont libéré dès qu'ils ont reçu le paiement. Je suis dans un bel hôtel pendant que je réfléchis à mes prochaines étapes. Maman et papa sont de vrais anges de m'avoir aidé à sortir de cette situation terrible. Son ton désinvolte montrait clairement qu'elle n'avait aucune idée que j'avais enquêté sur ses activités ou parlé à la police. J'ai décidé de profiter de son faux sentiment de sécurité en proposant une rencontre en personne où je pourrais essayer d'enregistrer ses aveux. Amanda, je me sens très mal de la façon dont j'ai réagi quand maman m'a demandé de l'aide pour la première fois, dis-je, en essayant de paraître désolé. J'y ai réfléchi, et je réalise que j'aurais dû être plus solidaire. J'aimerais te rencontrer en personne pour m'excuser et pour discuter de la façon dont je peux contribuer à t'aider à te remettre sur pied. Amanda a accepté avec enthousiasme de me rencontrer l'après-midi suivant dans un café du centre de Phoenix. Elle semblait excitée à l'idée d'accéder à mon compte d'épargne et a suggéré que nous pourrions discuter d'opportunités commerciales où je pourrais investir dans ses futures entreprises. J'ai passé la soirée à trouver comment activer la fonction d'enregistrement vocal de mon smartphone, espérant capturer une preuve qui pourrait enfin convaincre mes parents qu'ils étaient trompés. Le café était bondé quand je suis arrivé, ce qui offrait une bonne couverture pour notre conversation. Amanda est arrivée avec 15 minutes de retard, l'air en bonne santé et bien reposée, malgré le fait qu'elle ait été supposément enlevée et traumatisée quelques jours plus tôt. Elle portait des vêtements et des bijoux chers que je n'avais jamais vus auparavant, clairement achetés avec l'argent volé à notre famille.
Billy, tu as l'air si stressé, dit-elle en me faisant un câlin comme si nous étions les frères et sœurs les plus proches du monde. Je sais que toute cette situation a été difficile pour tout le monde, mais je suis juste reconnaissante que ça se soit bien terminé. J'ai commencé par lui poser des questions sur son expérience avec les supposés ravisseurs, espérant qu'elle maintiendrait sa version des faits. Au lieu de cela, Amanda m'a surpris en abandonnant le prétexte presque immédiatement. Oh, toute cette histoire d'enlèvement, c'était juste quelque chose que je devais dire à maman et papa pour les faire agir rapidement, dit-elle nonchalamment, en remuant du sucre dans son café. Tu sais comment ils sont. Ils ont besoin de se sentir comme s'ils me sauvaient, sinon ils deviennent trop analytiques et commencent à poser trop de questions sur les détails. Je n'arrivais pas à croire qu'elle admettait sa tromperie si ouvertement. Amanda, tu veux dire que tu n'as jamais été enlevée? Elle a ri comme si j'avais demandé si le ciel était bleu. Bien sûr que non, Billy. C'était juste une histoire que j'ai utilisée parce que j'avais besoin d'argent rapidement et je savais que maman et papa réagiraient à ce genre de scénario d'urgence. Je suis devenu assez doué pour savoir quelle approche fonctionne le mieux avec différentes personnes. Amanda a ensuite expliqué ses méthodes avec une fierté et un enthousiasme dérangeants. Elle a décrit comment elle avait passé des mois à étudier la psychologie et les techniques de manipulation, apprenant à identifier les vulnérabilités émotionnelles des gens et à les exploiter pour un gain financier. Elle parlait de nos parents comme s'ils étaient des cibles particulièrement faciles en raison de leur fort désir de se voir comme aimants et solidaires. La clé avec maman et papa, c'est de les faire se sentir importants et nécessaires, expliqua-t-elle, complètement inconsciente de l'horreur de ses paroles. Ils ont toujours été frustrés par ton indépendance, Billy. Tu ne leur donnes jamais l'occasion de se sentir comme de bons parents parce que tu résous tous tes propres problèmes. Mais moi, je les laisse me sauver encore et encore, et ça les fait se sentir utiles. J'ai interrogé Amanda sur ses précédentes entreprises et si l'une d'elles avait été légitime. Elle a levé les yeux au ciel et les a décrites comme des répétitions pour des stratagèmes plus sophistiqués. Cette entreprise de traiteur avec Sarah, c'était juste moi qui apprenais à manipuler un partenaire commercial, a dit Amanda avec dédain. J'ai pris son argent pour financer ma véritable éducation, qui consistait à apprendre à lire les gens et à contrôler leurs émotions. Sarah était si naïve et confiante que c'en était presque trop facile. Amanda a révélé qu'elle travaillait avec l'organisation de fraude de Robert Shen depuis plus de 2 ans, en commençant par de petits stratagèmes visant des connaissances et en progressant progressivement vers des opérations plus importantes impliquant des membres de la famille. Elle a décrit l'hypothèque et les fonds de retraite de nos parents comme son plus gros coût jusqu'à présent, mais pas son objectif final. La beauté de travailler avec la famille, c'est qu'ils continueront à te donner de l'argent même après qu'ils n'en auront plus les moyens, dit-elle avec un sang-froid glaçant. Maman et papa prendront d'autres prêts, vendront leurs biens et emprunteront à des amis si nécessaire. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont été dupés car cela signifierait accepter que leur fille n'est pas celle qu'ils pensaient qu'elle était. J'avais l'impression de parler à une parfaite inconnue qui partageait mon ADN. La sœur avec qui j'avais grandi, malgré tous ses défauts et son égoïsme, n'avait jamais semblé capable d'une cruauté aussi calculée. Cette personne assise en face de moi décrivait l'amour de nos parents comme une ressource à exploiter jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Amanda, est-ce que tu te soucies un peu de ce que cela fait à maman et papa, ai-je demandé, essayant sincèrement de comprendre son état d'esprit. Ils ont mis leur maison en péril et détruit leur plan de retraite parce qu'ils te croient en danger. Sa réponse a révélé la profondeur de sa transformation psychologique. Billy, tu as toujours été jaloux parce qu'ils m'aiment plus qu'ils ne t'aiment toi, dit-elle avec un sourire froid. Mais tu n'as jamais compris pourquoi. Ce n'est pas parce que je suis plus talentueuse ou plus méritante. C'est parce que je les fais se sentir nécessaires alors que tu les fais se sentir inutiles. Amanda a expliqué sa philosophie tordue sur les relations familiales, arguant que les personnes qui exigent l'indépendance et refusent l'aide sont en fait cruelles envers ceux qui veulent apporter leur soutien. Selon sa logique, elle rendait service à nos parents en leur donnant l'occasion de se sentir importants et généreux. Tu aurais pu faire partie de ça, Billy, a-t-elle poursuivi. Robert m'a appris que chaque famille a quelqu'un qui peut être transformé en ressource si on l'approche correctement. Ton problème, c'est que tu penses que l'honnêteté est plus importante que de rendre les gens heureux. La conversation a pris une tournure encore plus sombre quand Amanda m'a menacé directement. Si tu essaies d'interférer avec ma relation avec maman et papa en partageant ce dont nous avons parlé aujourd'hui, je leur dirai que tu m'as attaqué à cette réunion, dit-elle calmement. Je me présenterai chez eux avec des bleus et des larmes, prétendant que tu as essayé de me forcer à signer des papiers te donnant le contrôle de mes finances. Qui penses-tu qu'ils croiront? J'ai réalisé qu'Amanda était devenue quelqu'un de véritablement dangereux,
non seulement pour la sécurité financière de nos parents, mais potentiellement pour quiconque menacerait ces stratagèmes. Elle avait appris à utiliser les émotions des gens comme des armes avec l'habileté d'une escroc professionnelle. Et elle n'avait aucune limite morale qui l'empêcherait de détruire des vies pour obtenir ce qu'elle voulait. L'enregistrement sur mon téléphone a capturé chaque mot de la confession d'Amanda, fournissant une preuve claire de sa fraude et de sa manipulation. Cependant, quand je suis rentré chez moi et que j'ai essayé d'appeler mes parents pour leur faire écouter l'enregistrement, j'ai découvert qu'ils avaient déjà agi sur la dernière demande d'argent d'Amanda. L'inspectrice Rodriguez m'a appelé ce soir-là avec des nouvelles dévastatrices. Billy, vos parents ont viré 75 000 $ supplémentaires cet après-midi sur un compte contrôlé par le réseau de fraude, dit-elle. Ils ont contracté un prêt personnel en utilisant leur voiture comme garantie et ont vidé un compte d'épargne joint qu'ils avaient avec la sœur de votre mère. Mes parents avaient maintenant transféré plus de 300 000 $ à des criminels sur la base des mensonges d'Amanda. Ils avaient mis en gage tout ce qu'ils possédaient et emprunté sur des actifs appartenant à d'autres membres de la famille. Même si la police réussissait à arrêter Amanda et ses associés criminels, les chances de récupérer une somme d'argent significative étaient pratiquement nulles. Il y a autre chose que vous devez savoir, a poursuivi l'inspectrice Rodriguez. Nous surveillons les communications d'Amanda et elle prévoit de disparaître bientôt. Son organisation criminelle extrait généralement autant d'argent que possible des victimes, puis disparaît avant que quiconque puisse monter un dossier juridique contre eux. J'ai réalisé que la confession d'Amanda au café n'avait été possible que parce qu'elle était convaincue qu'elle serait partie avant que je puisse utiliser l'information contre elle. Elle avait testé si je pouvais devenir un problème qui devait être géré de manière plus agressive. Mes parents perdraient bientôt tout contact avec leur fille, mais pas avant qu'elle n'ait pris tout ce qu'ils avaient réussi à accumuler au cours d'une vie de dur labeur. Les semaines qui ont suivi la confession d'Amanda ont été parmi les plus difficiles de ma vie. J'ai regardé mes parents se débattre avec une pression financière croissante tout en continuant à défendre le caractère d'Amanda à quiconque voulait bien les écouter. Ils avaient dit aux membres de la famille élargie, aux voisins et aux amis de longue date que j'avais abandonné la famille pendant une crise, me dépeignant comme égoïste et sans cœur pour avoir refusé d'aider à sauver ma sœur enlevée. Les conséquences sociales de leur récit ont été dévastatrices pour moi personnellement. Mon oncle Tom, qui avait été comme un second père pendant mon enfance, a cessé de répondre à mes appels après que mes parents lui ont dit que j'avais refusé d'aider à sauver la vie d'Amanda. Ma grand-mère, qui avait 86 ans et avait toujours été fière de mes accomplissements, m'a envoyé une lettre exprimant sa déception que je sois devenu si froid et obsédé par l'argent. Des cousins, qui avaient été des amis proches en grandissant, ont commencé à me traiter comme un étranger lors des réunions de famille quand ils prenaient la peine de m'inviter. La situation financière de mes parents s'est rapidement détériorée alors que les échéances de prêt arrivaient et que leurs revenus se révélaient insuffisants pour couvrir leurs nouvelles obligations. Ils ont pris du retard sur leurs paiements hypothécaires et ont reçu des avertissements de saisie qu'ils ont essayé de cacher aux voisins et à la famille. Le stress de leur crise financière a commencé à affecter leur santé, maman développant une insomnie liée à l'anxiété et papa ressentant des douleurs thoraciques qui ont nécessité des visites aux urgences. 6 mois après qu'Amanda ait été supposément sauvée de ses ravisseurs, l'inspectrice Rodriguez a appelé avec une mise à jour qui a fourni la première lueur d'espoir dans ce cauchemar. Billy, je voulais vous informer que nous avons finalement procédé à des arrestations dans cette affaire de fraude, dit-elle. Amanda et 4 autres membres de l'organisation criminelle ont été placés en garde à vue à Las Vegas dans le cadre d'une opération coordonnée impliquant plusieurs organismes d'application de la loi. L'inspectrice Rodriguez a expliqué qu'Amanda avait été arrêtée dans un complexe de luxe où elle vivait sous une fausse identité en utilisant l'argent volé à mes parents et à d'autres victimes. Lorsque la police a fouillé sa chambre d'hôtel, ils ont trouvé des preuves l'alliant à des stratagèmes de fraude dans 6 États différents, impliquant des pertes totales dépassant 2 millions de $. Votre sœur ne s'en sortira pas cette fois, Billy, m'a assuré l'inspectrice. Nous avons des appels téléphoniques enregistrés, des dossiers financiers, des images de surveillance et des témoignages de multiples victimes. Elle risque des accusations fédérales de fraude qui pourraient entraîner de 8 à 10 ans de prison. Plus important encore pour la situation de ma famille, l'inspectrice Rodriguez a expliqué que les procureurs fédéraux cherchaient à confisquer les actifs pour récupérer de l'argent pour les victimes. Amanda avait utilisé des fonds volés pour acheter des bijoux de luxe, des œuvres d'art et d'autres articles de luxe qui pourraient être liquidés pour fournir une restitution partielle. Je veux que vous compreniez que les victimes ne récupèrent généralement qu'un faible pourcentage de leurs pertes dans ces cas, a averti l'inspectrice Rodriguez, mais il pourrait y avoir de l'argent disponible et vos parents seront éligibles pour demander une compensation par le biais du programme d'indemnisation des victimes.
L'inspectrice a également mentionné que ma conversation enregistrée avec Amanda serait une preuve cruciale dans le dossier de l'accusation. Sa confession détaillée sur la manipulation de notre famille et son travail avec des criminels organisés aiderait à établir un schéma de fraude délibérée plutôt qu'une simple mauvaise gestion financière. Cependant, le processus juridique prendrait des années à se terminer, et mes parents faisaient face à la saisie de leur maison dans les prochains mois. Même s'ils finissaient par récupérer de l'argent grâce à l'indemnisation des victimes, il serait trop tard pour sauver leur maison ou reconstruire leur épargne retraite. J'ai réalisé que mes parents auraient besoin d'une aide immédiate pour survivre financièrement pendant que le système juridique progressait lentement vers la justice. En même temps, je comprenais que leur donner simplement de l'argent permettrait le même dysfonctionnement qui avait permis à Amanda de les manipuler si efficacement. Ils devaient faire face à de réelles conséquences pour leur choix avant de pouvoir apprendre et grandir de cette expérience. Après une réflexion approfondie, j'ai élaboré un plan qui fournirait à mes parents une assistance anonyme tout en leur permettant de faire l'expérience de la responsabilité de leurs décisions. J'ai commencé à payer leurs factures de services publics directement aux entreprises, leur assurant d'avoir de l'électricité, de l'eau et du chauffage sans savoir d'où venaient les paiements. J'ai organisé des livraisons de courses à leur domicile 2 fois par semaine, prépayées et programmées pour arriver quand ils seraient à la maison. J'ai également contacté leur société de prêt hypothécaire et mis en place un plan de paiement qui empêcherait la saisie tout en donnant à mes parents le temps d'ajuster leur budget. J'ai effectué les paiements de manière anonyme par l'intermédiaire d'un avocat, créant une trace écrite qui protégeait la maison de mes parents sans révéler mon implication. Ces interventions ont empêché mes parents de devenir sans abri ou de perdre les services de base, mais ils ont tout de même dû faire face au stress et à l'incertitude de leur crise financière. Ils ont été contraints de vendre leur voiture et d'acheter un véhicule plus ancien et moins fiable. Ils ont dû renoncer à la télévision par câble, aux repas au restaurant et à d'autres commodités qu'ils tenaient pour acquises. Ils ont appris ce que c'était que de s'inquiéter pour l'argent et de faire des choix difficiles concernant les priorités de dépenses. Pendant cette période, j'ai également commencé à documenter tout ce que je savais sur les crimes d'Amanda et leur impact sur notre famille. J'ai rédigé des récits détaillés de son histoire de manipulation, de sa confession de fraude et de la progression des mensonges qu'elle avait utilisés pour extorquer de l'argent à nos parents. J'ai contacté d'autres victimes de ces stratagèmes et j'ai commencé à constituer un dossier complet de ces activités criminelles. Mon objectif était de créer une ressource qui aiderait mes parents à comprendre un jour comment ils avaient été manipulés et quels signes avant-coureurs ils avaient manqué. Je voulais également aider d'autres familles à éviter d'être victimes de stratagèmes similaires en partageant ce que j'avais appris sur la psychologie de la fraude et de la manipulation émotionnelle. J'ai contacté Sarah, l'ancienne partenaire commerciale d'Amanda, et l'ai aidée à entrer en contact avec l'inspectrice Rodriguez pour témoigner du comportement criminel précoce d'Amanda. L'histoire de Sarah sur le vol sur le compte bancaire de leur entreprise de traiteurs a fourni des preuves importantes sur le schéma à long terme d'Amanda consistant à exploiter la confiance et à manipuler le désir des gens d'éviter les conflits. Plus important encore, j'ai commencé le difficile processus de reconstruction de ma propre vie tout en maintenant des limites appropriées avec ma famille. J'ai commencé une thérapie pour surmonter le traumatisme d'avoir été rejeté et vilipendé par des personnes que j'aimais pour avoir essayé de les protéger du mal. J'ai appris des stratégies pour gérer les relations avec les membres de la famille qui avaient prouvé qu'ils choisiraient des mensonges confortables plutôt que des vérités difficiles. Je me suis également concentré sur ma carrière et mes relations personnelles, renforçant les liens avec des personnes qui valorisaient l'honnêteté et l'intégrité. J'avais été si concentré sur le sauvetage de ma famille que j'avais négligé mes amitiés et mes opportunités professionnelles. J'ai commencé à investir de l'énergie dans des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la manipulation et l'obligation. La période d'attente avant le procès d'Amanda a été émotionnellement difficile, mais elle a également fourni du temps pour la réflexion et la guérison. J'en suis venu à comprendre que le rejet de mes parents en disait plus sur leurs limites psychologiques que sur mon caractère ou mon comportement. J'ai appris que me protéger des dynamiques familiales toxiques n'était pas égoïste, mais nécessaire pour ma propre santé mentale et ma croissance. 5 ans se sont écoulés entre la nuit où j'ai quitté ce dîner de famille dévastateur et l'appel téléphonique qui allait enfin apporter une résolution à la crise de notre famille. Au cours de ces années, j'avais bâti une entreprise technologique prospère avec ma petite amie de l'université, Rachel, qui est devenue ma femme lors d'une petite cérémonie en présence d'amis et de familles choisies. Nous avions créé une vie basée sur l'honnêteté, le soutien mutuel et des valeurs partagées qui semblaient complètement différentes du dysfonctionnement dans lequel j'avais grandi. Mes parents avaient survécu à leur crise financière, mais de justesse. Ils avaient perdu leur maison familiale à la suite d'une saisie malgré mon aide anonyme et avaient emménagé dans un modeste appartement de 2 chambres dans un quartier moins cher.
Papa avait été contraint de retourner travailler à temps partiel à 68 ans, acceptant un emploi dans une quincaillerie pour aider à couvrir leurs dépenses de base. Maman avait commencé à faire le ménage chez des voisins, un travail physiquement exigeant mais qui fournissait un revenu suffisant pour compléter le salaire de papa. Le stress de leurs difficultés financières avait eu des conséquences sur leur santé et leurs relations. Ils avaient été forcés de faire face à la réalité que leur rêve de retraite était parti en fumée et qu'ils devraient probablement travailler pour le reste de leur vie. Cependant, cette période de difficulté avait aussi commencé à leur enseigner des leçons sur la distinction entre les désirs et les besoins, et sur l'importance de la planification financière et de la pensée sceptique. J'avais maintenu un contact minimal avec mes parents pendant ces 5 ans, envoyant des cartes d'anniversaire et des vœux de fin d'année, mais évitant une implication plus profonde dans leur vie. Ce n'était pas par colère ou ressentiment, mais par la reconnaissance que nos relations avaient besoin de limites claires pour prévenir toute nouvelle manipulation et dysfonctionnement. J'ai continué à fournir une aide anonyme pour leurs besoins les plus élémentaires, mais je n'ai pas révélé mon implication ni attendu de gratitude pour mon aide. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin d'octobre alors que Rachel et moi prenions un café et planifions notre journée de travail. Mon téléphone affichait 35 appels manqués de maman, ce qui a immédiatement déclenché de l'anxiété car mes parents n'appelaient généralement que pour les vacances ou en cas d'urgence. Quand j'ai finalement répondu, maman pleurait si fort que je pouvais à peine comprendre ce qu'elle disait. « Billy, j'ai besoin de te voir », a-t-elle réussi à dire entre deux sanglots. « Il est arrivé quelque chose avec Amanda et ton père, et je me suis complètement trompé sur tout. Nous devons nous excuser auprès de toi, et nous devons t'expliquer ce que nous avons appris. » Cet après-midi-là, j'ai retrouvé mes parents dans un café près de leur appartement, un terrain neutre qui semblait plus sûr pour toutes les personnes concernées. Ils avaient l'air plus âgés et plus fragiles que dans mon souvenir, usés par des années de stress et de dur labeur. Mais il y avait quelque chose de différent dans leurs yeux, une clarté et une humilité que je n'avais jamais vues auparavant. Amanda a été condamnée hier, a commencé papa tranquillement. 8 ans dans une prison fédérale pour fraude et complot. Le juge a lu une déclaration décrivant toutes les familles qu'elle avait détruites et tout l'argent qu'elle avait volé. Billy, elle nous a pris près de 400 000 $, et nous n'étions qu'une des 12 familles qu'elle avait ciblées. Maman m'a tendu un dossier contenant des articles de journaux sur le procès et la condamnation d'Amanda. Les gros titres racontaient une histoire que j'avais vécue, mais que mes parents commençaient seulement à comprendre, une femme de la région condamnée pour un réseau de fraude multi-États, et une organisation criminelle a escroqué des familles de plus de 2 millions de $. Le procureur a fait jouer un enregistrement pendant le procès, a poursuivi maman, la voix tremblante. C'était Amanda qui parlait à quelqu'un de la facilité avec laquelle elle nous manipulait, de la façon dont elle planifiait cela depuis des années, et du fait qu'elle n'avait jamais ressenti aucune culpabilité à prendre notre argent. J'ai reconnu la description de ma conversation au café avec Amanda, l'enregistrement qui avait capturé sa confession détaillée de fraude et de manipulation. Entendre ces mots joués dans une salle d'audience avec des avocats, des juges et des journalistes présents avaient finalement forcé mes parents à affronter la réalité de ce que leur fille était devenue. Billy, nous avons jeté notre relation avec notre bon fils pour protéger notre fille criminelle, a dit papa, les larmes coulant sur son visage. Nous t'avons traité d'égoïste et de sans-cœur alors que tu étais la seule personne à essayer de nous sauver de tout perdre. Nous avons choisi de croire des mensonges au lieu de preuves, et nous t'avons blessé d'une manière que nous ne pourrons jamais entièrement réparer. Maman a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Nous savons maintenant que quelqu'un nous a aidés à survivre ces 5 dernières années, dit-elle doucement. Les paiements des services publics, les livraisons de courses, l'aide mystérieuse avec notre hypothèque avant que nous perdions la maison. Nous n'avons jamais su qui le faisait, mais nous soupçonnions que c'était peut-être toi. J'ai hoché la tête, reconnaissant mon implication sans donner de détails. Je ne pouvais pas vous voir devenir sans abri ou avoir faim, même si vous m'aviez rejeté, dis-je simplement. J'avais besoin que vous fassiez face aux conséquences de vos choix, mais je ne voulais pas que vous souffriez plus que nécessaire. La conversation a continué pendant 3 heures alors que mes parents partageaient tout ce qu'ils avaient appris sur les activités criminelles d'Amanda et leur propre rôle dans la facilitation de son comportement destructeur. Ils avaient assisté à des séances de conseil pour les victimes de fraude où ils avaient appris les techniques psychologiques utilisées par les escrocs pour exploiter les relations familiales et les vulnérabilités émotionnelles. Nous comprenons maintenant qu'Amanda nous a ciblés parce qu'elle savait que nous voulions nous sentir importants et nécessaires, a expliqué maman. Elle nous a constamment donné des occasions de la sauver, ce qui nous faisait nous sentir comme de bons parents, même si en réalité, nous encouragions un comportement terrible. Papa a décrit comment ils en étaient venus à réaliser que mon indépendance et ma réussite,
qu'ils avaient interprété comme un rejet de leur aide, était en fait un signe de développement sain et de caractère fort. Tu n'as jamais eu besoin que nous te sauvions parce que tu avais appris à résoudre les problèmes et à prendre la responsabilité de ta vie, a-t-il dit. Cela aurait dû nous rendre fiers, pas rancuniers. Mes parents n'ont pas demandé d'argent ni attendu que je résolve leurs problèmes financiers actuels. Ils ont reconnu qu'ils avaient fait des choix qui ont conduit à des conséquences avec lesquelles ils vivraient pour le reste de leur vie. Mais ils voulaient reconstruire notre relation basée sur l'honnêteté, le respect et des attentes réalistes plutôt que sur la manipulation et le fantasme. Oh, nous ne pouvons pas changer ce que nous avons fait, Billy, a dit maman alors que notre conversation touchait à sa fin. Mais nous voulons passer le temps qu'il nous reste à essayer d'être le genre de parents que tu mérites d'avoir. Nous voulons apprendre de nos erreurs et devenir des personnes en qui tu peux avoir confiance et que tu peux respecter. J'ai accepté de commencer à reconstruire notre relation progressivement, avec des limites claires et une communication honnête. J'ai proposé de les aider à trouver de meilleurs emplois et un logement plus abordable, mais seulement s'ils s'engageaient à la transparence concernant leurs finances et leur prise de décision. J'ai également insisté pour qu'ils continuent le conseil afin de travailler sur les problèmes psychologiques qui les avaient rendus vulnérables à la manipulation d'Amanda. Au cours des mois suivants, mes parents ont prouvé leur engagement au changement par des actions cohérentes plutôt que par de simples mots. Ils ont trouvé des emplois mieux rémunérés, ont déménagé dans un appartement plus agréable et ont commencé à reconstituer leur épargne grâce à une budgétisation et une planification financière prudente. Ils ont commencé une thérapie pour comprendre leurs erreurs parentales et ont appris à apprécier ma stabilité au lieu de la ressentir. Nous avons établi une nouvelle tradition de dîner de famille mensuel où Rachel et moi cuisinions pour mes parents et nous partagions des nouvelles de nos vies et de nos objectifs. Ces repas étaient complètement différents des rassemblements dysfonctionnels du passé, caractérisés par une communication honnête, un respect mutuel et un soin sincère pour le bien-être de chacun. 6 mois après la condamnation d'Amanda, nous avons reçu un avis indiquant qu'une partie de l'argent serait disponible grâce à l'indemnisation des victimes. Alors que les procureurs liquidaient les actifs achetés avec des fonds volés, mes parents étaient éligibles pour récupérer environ 15% de ce qu'ils avaient perdu, assez pour fournir un petit coussin pour les urgences, mais pas assez pour restaurer leur sécurité de retraite. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous pouvons récupérer, m'a dit papa lorsque nous avons reçu les papiers d'indemnisation. Mais nous avons appris que notre bonheur ne dépend pas d'avoir beaucoup d'argent ou de vivre dans une grande maison. Nous sommes plus heureux maintenant dans notre petit appartement que lorsque nous nous mentions à nous-mêmes à propos d'Amanda. Le moment le plus guérisseur de notre réconciliation est venu lorsque mes parents ont assisté à la célébration de notre 5e anniversaire de mariage avec Rachel. Ils avaient manqué notre mariage original parce qu'ils étaient en froid avec moi à l'époque, mais ils ont pu être présents pour notre renouvellement de vœux d'anniversaire. Les voir célébrer notre relation et exprimer une fierté sincère pour la vie que nous avions construite ensemble était comme un cadeau que je n'avais jamais espéré recevoir. Amanda a écrit des lettres de prison que personne d'entre nous n'a choisi de lire. Selon l'inspectrice Rodriguez, ces lettres contenaient généralement des tentatives manipulatrices de se présenter comme une victime des circonstances et de susciter la sympathie pour une libération anticipée. Nous avons décidé que maintenir aucun contact était le choix le plus sain pour toutes les personnes concernées. L'expérience m'a appris que parfois, le plus grand acte d'amour est de permettre aux gens de faire face aux conséquences de leur choix. Car ce n'est que par la responsabilité que peuvent survenir une guérison et une transformation véritable. Encourager un comportement destructeur, même avec de bonnes intentions, finit par nuire à toutes les personnes impliquées et empêche la croissance qui vient de l'apprentissage de leçons difficiles. Mes parents ont appris que soutenir ses enfants ne signifie pas croire tout ce qu'ils vous disent ou financer chaque demande qu'ils font. Le véritable amour exige du discernement, des limites, et parfois le courage de dire non quand quelqu'un que vous aimez adopte un comportement autodestructeur. Notre famille est plus petite maintenant, mais elle est plus saine et plus honnête qu'elle ne l'a jamais été. Nous avons appris à valoriser l'intégrité plutôt que l'harmonie, la vérité plutôt que le confort, et la responsabilité plutôt que la complaisance. Le douloureux voyage à travers la trahison d'Amanda et ses conséquences nous a finalement rapprochés en nous apprenant à quoi devraient ressembler des relations familiales authentiques. Rachel et moi avons maintenant 2 jeunes enfants qui grandissent dans un environnement familial caractérisé par l'honnêteté, la responsabilité et un amour inconditionnel qui n'excuse pas les comportements nuisibles. Mes parents sont des grands-parents dévoués qui ont appris de leurs erreurs et s'engagent à soutenir un développement sain plutôt qu'à permettre le dysfonctionnement. L'histoire de la crise de notre famille et de sa guérison éventuelle est devenue quelque chose que je partage avec d'autres personnes qui font face à des situations similaires impliquant la fraude, la manipulation et le dysfonctionnement familial.
Les leçons que nous avons apprises sur la reconnaissance de la manipulation émotionnelle et le maintien de limites appropriées ont aidé d'autres familles à éviter les erreurs que nous avons commises et à se remettre plus rapidement des trahisons. Avez-vous déjà eu à choisir entre protéger quelqu'un que vous aimez et le protéger des conséquences de ses actes? Comment équilibrez-vous la loyauté familiale avec les limites personnelles lorsque quelqu'un que vous aimez adopte un comportement destructeur? J'aimerais beaucoup lire vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à lui donner un « j'aime » et à la partager avec d'autres qui pourraient bénéficier d'entendre parler de notre parcours. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la manière de surmonter les défis familiaux et de construire des relations plus saines. Merci d'avoir écouté notre histoire et j'espère qu'elle encouragera quiconque est aux prises avec des dynamiques familiales difficiles similaires. Rappelez-vous que choisir la vérité plutôt que le confort est toujours le chemin vers une guérison et une croissance véritable.